L'importance de l'agriculture dans l'alimentation, de surcroît expliquée aux plus jeunes. Je suis ravi que vous soyez autour de cette table pour l'évoquer parce qu'il y a de cela quelques jours, Monsieur l'ambassadeur Guillaume Gomez était sur la scène du ministère dans le cadre finalement d'une coalition organisée avec Meg.org que nous saluons, d'Open Agri-Food. Florence, merci de nous rejoindre également autour de cette table, et d'Agri Demain, avec cette idée qui est plus qu'une idée, qui va être une grande action, puisque finalement, il va falloir suggérer, éduquer à une alimentation à nos plus jeunes. Et je crois que ça sort du cadre aussi républicain, on le verra autour de cette table. Nous sommes tous, en tant que parents, consommateurs, inévitablement mobilisés et motivés. Je me retourne vers vous, Cecilia Di Loreto, parce que il faut remonter à cela quelques années. J'ai été chercher le fascicule, il est là. Vous aviez édité au nom du CNA les premières recommandations à l'époque pour nous sensibiliser là aussi sur cette éducation à l'alimentation. C'était le fascicule, La Vie 84. Nous y sommes, prenez un micro. Et puis, tout dernièrement, 2023-2024, suivi de La Vie 84 sur l'éducation à l'alimentation, un laps de temps nécessaire pour, j'allais dire, au-delà de coaguler, peut-être affiner, préciser, documenter et mettre en dynamique ce qui est ce que je vous évoquais en début, certainement un changement de civilisation. Je l'espère en tout cas. Bon, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravie d'être ici dans ces tours des tables avec vous, avec Agri Demain. Et en effet, moi, je parle pour les CNA, les Conseils nationaux de l'alimentation, qui est aussi appelé au Parlement de l'alimentation. Donc, c'est une institution consultative indépendante qui rassemble les acteurs de la chaîne alimentaire, des différents maillons de la chaîne alimentaire, mais aussi des établissements publics de recherche, du Parlement aussi, des ministères, et qui met les acteurs autour de la table et est consulté sous les orientations des politiques publiques. Et c'est effectivement en 2019 que les CNA a décidé de prioriser les sujets de l'éducation à l'alimentation, qui c'est un sujet très vivant, qui est présent dans plusieurs avis du CNA, effectivement. Ça retourne régulièrement, mais en 2019, effectivement, on a écrit cet avis que je vous invite à consulter, plus dans les détails, et qui globalement déjà permet de définir l'éducation à l'alimentation comme, oui. Exactement, comme quelque chose qui adresse un fait complexe et global, l'alimentation, qui est à la fois quelque chose de biologique, social, culturel et physiologique aussi, et qui intègre à la fois une éducation qui est nutritionnelle, donc sur la nutrition sensorielle, mais aussi des connaissances, donc d'apprentissage de comment on fait, comment on produit nos aliments, notamment aussi la gastronomie, c'est un autre sujet intéressant. Et c'est aussi intéressant l'éducation à l'alimentation, c'est qui émerge, c'est qu'effectivement c'est un vecteur des liens sociaux et ça permet de construire la citoyenneté. Alors justement, parce que la recommandation clé numéro 1, on ne va pas toutes les décliner, mais on va prendre en tout cas pour démarrer cette table d'hôte, je dirais en substitut cette approche. Je vais la lire parce que tout est dit et la phrase est courte. Prendre prioritairement en compte les inégalités sociales, de santé et territoriales. Agir avec une approche spécifique par public cible et par territoire. Nous y sommes. Alors, on compte sur qui pour coagir ? On compte sur les interprofessions, on compte sur les acteurs politiques, sur l'école. Comment finalement, au-delà finalement de recommandations et de préconisations, on se met ensemble dans une dynamique, j'ose dire l'adjectif, vertueuse ? Est-ce qu'on a des embryons de solutions ? Oui, déjà, nous on fait de la concertation, donc bien évidemment on propose des discussions qui entraînent, enfin qui regardent tous les maillons de la chaîne alimentaire. Mais effectivement, sous ces premières recommandations, déjà, c'est important de dire que c'était dans le cadre d'une ambition plus grande, c'est-à-dire de proposer une éducation à l'alimentation tout au long de la vie, et que ça soit beaucoup axé aussi sur les fers. Donc, c'est une alimentation tout au long de la vie, surtout pour rendre les citoyens autonomes et capables de faire son propre choix sur l'alimentation.
cette recommandation, et surtout la première, a été reprise dans la vie 90 sous la précarité alimentaire, qui dit qu'effectivement, répartir et prendre en compte, intégrer les inégalités sociales et territoriales est très important pour justement mener une éducation à l'alimentation qui rend autonomes les citoyens. Dès qu'on parle finalement de démarche de pédagogie et de plaisir de s'informer, les petits, forcément, c'est le rôle des grands de jouer. Oui. Donc nous, on part effectivement de ce principe du ludique pour ce jeu de société. Après, il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour parler pédagogie. Et vous l'avez dit, il y a plusieurs grands blocs avant d'arriver à une consommation. Il y a le savoir, donc important de connaître, de savoir ce qu'on mange et d'avoir connaissance des produits. Le pouvoir aussi, avoir la possibilité de manger, donc il y a la possibilité financière, économique, mais aussi le fait que ce soit servi à table au restaurant scolaire et dans d'autres cadres, et effectivement que les produits soient proposés et soient variés. Et puis le vouloir. Et il y a aussi cet aspect qui est très important, c'est la motivation. La motivation et le fait que les enfants et voilà, les adultes aussi motivent les enfants pour qu'ils aient la volonté de goûter déjà dans un premier temps, puis après de consommer et que ce soit un plaisir. On a le sentiment que les gens n'ont plus le temps déjà de cuisiner. J'espère qu'ils auront encore le temps de jouer, parce qu'on est peut-être dans des ruptures temporelles également. Oui, c'est sûr qu'il y a moins de temps pour cuisiner. Après, déjà, d'avoir l'envie et de se dire que les fruits et légumes, c'est avant tout un aliment plaisir, et peut-être éviter d'orienter trop sur la santé, sur ces axes-là, et retrouver du plaisir à manger. Nous, ça passe aussi autour des produits en lui-même. C'est des produits qui sont colorés, qui sont gais, qui apportent des petites touches et de couleurs et de goûts différentes, etc. Donc, de montrer cette diversité, cette grande variété, et de redonner du plaisir à l'alimentation autour de la couleur et du jeu. Et voilà, plein d'autres actions, mais en tout cas, il y a vraiment cet axe plaisir qui est très important pour retrouver la motivation à manger les produits. Tout n'est pas compliqué à préparer. Un croquet dans une pomme, c'est pas hyper compliqué. On l'a fait hier, je vous assure que ça marche bien. On se tournera tout à l'heure vers nos ambassadrices parce qu'on a des embryons de solutions. Oui, Erwan de Gabel, je suis ravi. Au sein de la DGAL, on ne peut pas demander à l'État de se substituer aux familles non plus. C'est un enjeu qui est complet, qui est global. Aujourd'hui, comment ensemble, on fait les premiers pas. Comme rappelé dimanche par l'ambassadeur, effectivement, c'est vraiment une priorité l'éducation à l'alimentation. Et c'est pas nouveau puisque dans notre politique d'alimentation, au ministère de l'Agriculture, qui se matérialise à travers le Programme national pour l'alimentation, l'éducation à l'alimentation, c'est un des 3 axes thématiques. On a un axe justice sociale, on a un axe lutte contre le gaspillage et on a un axe éducation à l'alimentation. Donc ça, depuis longtemps, et même depuis le premier PNA, c'est un des enjeux majeurs de la politique de l'alimentation, parce que éduquer nos plus jeunes, ce sont les mangeurs de demain, ce sont ceux qui feront les choix et qui pourront faire changer les choses. Donc pour ça, comment on fait? Il n'y a pas de solution magique. On le sait. On essaie d'agir sur tous les leviers qu'on peut imaginer, à travers à la fois les différents programmes et différentes échelles. Si je peux citer deux dispositifs qui fonctionnent bien et qu'on soutient depuis longtemps, il y a le dispositif des classes du goût, qui est déployé sur les territoires, notamment par nos directions régionales de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt. Donc là, voilà, objectif dans les classes, apprendre les goûts, les couleurs, les fruits, donner envie aux enfants. Et puis le dispositif plaisir à la cantine, donc un petit peu différent parce que c'est l'objectif de former tout le personnel de cantine, et que ce soit les cuisiniers, les gestionnaires, les agents en salle, sur différents objectifs, le fait de réenchanter le restaurant en agissant sur l'offre, lier la qualité nutritionnelle aux aspects de goût, de sociabilité, d'avoir une complicité entre l'aliment, celui qui le produit et celui qui le cuisine, et puis la lutte contre le gaspillage. Ça, c'est 2 dispositifs qui fonctionnent bien. On va essayer de redonner un petit élan encore supplémentaire en 2024, parce qu'on va actualiser l'ensemble des livrables sur plaisir à la cantine et puis redonner une dynamique au niveau territorial en reformant les formateurs. Et si je peux parler d'échelle, on essaie d'agir à la fois sur les programmes nationaux et puis, comme vous le disiez très bien, chaque situation est adaptée en fonction des territoires et c'est pas l'État qui peut avoir la vision globale. Et pour ça, on promeut beaucoup dans le cadre des projets alimentaires territoriaux la dimension de l'éducation à l'alimentation. Et pour nous, c'est assez central d'aller soutenir les collectivités et l'ensemble des acteurs du territoire pour reprendre la main sur cette question d'éducation à l'alimentation. Donc on finance les projets alimentaires territoriaux pour leur émergence depuis qu'ils existent à peu près.
Là, la ministre déléguée a annoncé hier un soutien exceptionnel aux projets alimentaires territoriaux en 2024, avec une enveloppe de 20 millions d'euros pour le passage en phase opérationnelle, donc au-delà de cette phase d'émergence, et pour là vraiment réussir à mettre en œuvre les plans d'action et continuer à soutenir leur animation. Et peut-être citer, pour pas trop parler, une nouveauté qui date de l'année dernière, c'est que dans le cadre du programme lait et fruits à l'école, donc un programme européen, où on n'a pas toujours été très bons élèves en France parce qu'on ne dépensait pas toute l'enveloppe, on a débloqué la possibilité l'année dernière d'aller financer, outre donc les fruits et légumes, les produits laitiers, des actions d'éducation à l'alimentation sur ces produits-là. Et donc on a lancé un appel à projet en 2023 et on en relance tous les 6 mois pour financer ces actions-là, donc à la fois par des organismes nationaux. Et typiquement, Aprifel a candidaté pour un beau projet et va pouvoir réaliser des actions d'éducation sur les fruits et légumes dans tout le territoire financé par ces fonds-là. Et puis à la fois au niveau territorial, puisqu'il y a de nombreux PAT qui candidatent pour aller mettre en place des actions d'éducation, aller mettre en place des visites dans les fermes, des personnes qui viennent en classe, parler de leur métier, parler des produits. Et ça fonctionne vraiment très bien aussi. Open Agri-Food, ça fait quoi maintenant un peu plus de 10 ans, j'allais dire, peut-être au-delà, qu'il y a ces actions, un vrai combat même finalement entre agriculture, pédagogie et nécessité d'éduquer, Florence. Oui, Erwan parlait de justice sociale et de gaspillage avec le 3e pilier de l'éducation à l'alimentation. Le programme qu'on a mis en place, en fait, il travaille sur la justice sociale puisqu'il apprend à tous les enfants à cuisiner les recettes de base de notre alimentation, donc d'être complètement autonome pour se faire une soupe ou au lieu d'acheter une vinaigrette sous plastique et beaucoup plus cher, de la réaliser eux-mêmes. Donc la justice sociale, enfin la précarité alimentaire passe par l'éducation à l'alimentation en premier. Et en ce qui concerne le gaspillage, dans la mesure où les enfants apprennent comment sont cultivés les aliments, la difficulté du travail d'un agriculteur en plantant eux-mêmes des graines et en se rendant compte que finalement ça ne pousse pas à chaque coup, eh bien, ils ont d'autant plus envie de respecter l'aliment dans leurs assiettes et ça contribue aussi à lutter contre le gaspillage alimentaire. Donc le programme que l'on met en place, qu'on a mis en place à Orléans cette année et qu'on va mettre en place sur toute la région centre l'année prochaine, c'est un programme qui consiste à faire cultiver les enfants, à les faire rencontrer des agriculteurs et aussi à les faire cuisiner les recettes de base de notre alimentation, avec plein d'autres ateliers possibles au choix de l'enseignant en fonction du temps qu'il a à y consacrer. Mais en tout cas, c'est un programme que l'on veut partout et pour tous. Alors peut-être pas l'année prochaine, mais à terme, on voudrait que l'éducation à l'alimentation entre dans chaque classe et dans chaque école de France. Finalement, cette initiation au goût, elle est fondamentale. On ne peut pas demander à l'éducation, en tout cas, de se substituer, ça c'est important. Les parents sont des fois en rupture, je dirais, d'organisation, en rupture financière également, non pas de moyens, mais rupture financière, pour prendre cas finalement qu'il faut agir vite et que c'est dans nos cuisines, plus que dans nos centres commerciaux, que d'un seul coup l'espace en tout cas d'éducation se fait, quoi. Souvent l'éducation ça part des enfants et ça arrive aux parents, donc ça c'est quelque chose qu'on remarque souvent dans les concertations qu'on fait, parce que je vous rappelle qu'on fait de la concertation, on n'est pas vraiment sur les territoires, et on voit aussi qu'il y a beaucoup d'initiatives sur les territoires différentes et qui fonctionnent très bien, mais on n'a pas quelque chose de plus systémique. En fait, ce qu'on remarque, et ce qu'on dit dans les suivis de la vie, c'est qu'il manque un passage à l'échelle qui devrait probablement être porté, et ça sont les paroles du président Nizri de la concertation, par une politique qui encadre l'éducation à l'alimentation dans les sens plus larges. Il faut bien avoir des repères. Et finalement, nous sommes aussi des parents, des grands-parents, voire de grands-enfants. Les sorties pédagogiques, c'est facile à organiser. L'école, en tout cas, sait le faire. L'école peut le faire. La question de la cuisine à l'école, c'est quelque chose qui nous travaille pas mal. Avec mon équipe, on a visité en septembre dernier une cuisine pédagogique à Rennes, qui avait été financée dans le cadre du plan de relance et du projet alimentaire territorial de la ville de Rennes.
Et c'était assez intéressant en fait. Ils ont donc une cuisine qui était initialement la cuisine des centres de vacances, Oui. donc qui n'était pas utilisée toute l'année. Et donc ils l'ont réhabilité avec le soutien du plan de relance pour pouvoir l'utiliser toute l'année pour faire des ateliers de tous les enfants en élémentaire de la métropole. Et ils mobilisent aussi les chefs des cuisines centrales qui finalement pour eux ça perdait un peu de sens. La cuisine, quand on est en cuisine centrale, en fait on voit pas les convives. Et un petit peu une perte de sens. Et donc là, ils ont mobilisé ces cuisiniers-là pour aller au contact des enfants et redonner du sens à toute la cuisine, au lien avec le convive, et en même temps apprendre aux enfants à cuisiner. Nous, on a trouvé que c'était un exemple qui était hyper intéressant, et où sur le frein qui est souvent cité dans les écoles de dire oulala, les ateliers cuisine, j'y touche pas, il y a des questions d'allergie, il y a des questions de sécurité sanitaire, c'est trop compliqué, j'y vais pas. En fait, il y a des communes qui l'ont fait, en lien avec leur DDPP, en respectant les normes de maîtrise sanitaire. Ils ont établi un protocole qui est très clair, mais ils y sont arrivés. Donc nous, on considère qu'il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas se déployer. Et c'est un des sujets sur lesquels on veut avancer à l'avenir. Nous, en plus, on est à l'ADGL, donc on a des compétences sur la sécurité sanitaire. Donc on a la volonté de pouvoir avancer là-dessus et mettre des règles assez simples pour pouvoir réaliser ces ateliers cuisine, en lien ou pas avec la restauration collective. Aujourd'hui, dans les recommandations là, du nouveau plan, mieux encadrer la publicité et le marketing alimentaire, en priorité en ciblant les moins de 16 ans, orienter les professionnels vers un marketing plus responsable. Je rejoins une autre recommandation, renforcer l'encadrement de la publicité et le marketing alimentaire, diffusé sur les réseaux sociaux, etc. etc. Aujourd'hui, il est sorti une étude dans le monde qui dit qu'il y a 1 milliard d'obèses dans le monde aujourd'hui. On pensait atteindre le chiffre de 1 milliard en 2030. Il est déjà atteint. La croissance de l'obésité, c'est un fléau qui ne cesse d'augmenter. Et cette étude pointe un sujet, c'est peut-être pas le sujet, mais en tout cas, pointe les aliments ultra transformés. Ça nous rejoint, ça nous met dans le même bateau, effectivement. Pour lutter contre l'obésité, il faut encore une fois apprendre aux gens à se cuisiner les aliments bruts de notre alimentation. C'est meilleur pour la santé, c'est moins cher pour le porte-monnaie. C'est mieux pour les agriculteurs. Ouais. Donc en fait, la solution, elle est devant nous. On ne devrait pas hésiter à mettre des cours de cuisine dans chaque classe de chaque école. C'est vrai que les gens n'ont plus le temps et donc n'ont pas le mouvement. Et ça vient perturber peut-être notre métabolisme. Nous devenons gros, vais-je dire, mais pour autant, les règles sont simples. Tu es diététicienne, il y a un moment, avec du bon sens, du génie, peu d'argent, on doit pouvoir s'en sortir. Mais je vais reprendre tes propos. C'est pas que les gens n'ont pas le temps, c'est qu'ils ne prennent pas le temps pour Merci ça. En de fait. cette Il y a correction. une grande différence. Ouais. Et aujourd'hui, en effet, il faut rappeler justement ce bon sens de l'alimentation à tout le monde. Parce que finalement, aujourd'hui, la vie a fait que tout le monde court. Hein, je pense qu'on court tous. Hein, moi, la première. Mais, et donc, la journée, c'est 24 heures pour tout le monde. Et chacun a ses priorités dans la journée. Et ce que je constate, parce que moi je suis en cabinet depuis 15 ans, et je vois vraiment par mes patients l'évolution du mode de vie. Et c'est vrai que ces dernières années, les patients qui viennent me voir ne prennent plus le temps pour leur repas. Ils voient ça comme une perte de temps finalement. Plus vite, je mange, vite, je vais travailler. Donc il faut leur rappeler l'importance du moment du repas. Où j'utilise mon smartphone. Exactement. Alors, et aussi, en effet, rappeler justement le cadre du repas. Et ça, c'est vraiment très important, puisque un repas pris dans de bonnes conditions a des effets bien plus positifs, bien évidemment, que si j'ai mon attention sur la télé ou sur le téléphone. Je suis plus consciente de ce que je suis en train de manger. Et la première des choses, c'est le plaisir. Je ne vais plus prendre plaisir de ce que je mange. Donc là, du coup, on perd une source de bonheur dans notre journée, alors qu'on sait tous quand même qu'on a besoin justement aujourd'hui un peu de bonheur. Donc c'est vraiment rappeler justement à tout le monde l'importance de son alimentation. Et vraiment ce que je dis ces derniers temps, et ça peut paraître très simple et très bête, mais quand même quand vous mangez, vous faites rentrer dans votre corps. Les aliments, ils vont à l'intérieur de nous. On donc, a des neurones à l'estomac et au cerveau. Et ça oui, marche quelle pour les importance. deux. Donc, portons plus attention à ce que l'on mange plutôt que ce qu'on met sur notre corps finalement. Et aussi une question de budget, c'est pareil. Mettons un peu plus de budget dans ce qu'on va acheter pour notre alimentation plutôt que pour les pulls ou
ou la mode. Voilà. Comment on réfléchit quand on est au sein d'une filière à, je dirais, encadrer, le terme est compliqué, mais en tout cas à susciter une forme de modération dans l'expression finalement de son marketing ou de sa publicité? Alors nous, on ne fait pas de marketing et de publicité Non, chez bien sûr, Aprifel. On j'entends fait de bien, mais- l'information sur base scientifique. Mais vous travaillez avec des professionnels. C'est pas nous du tout. Non, pas Ouais, du tout. Nous, on pas ne du travaille tout. pas avec les professionnels. On est une association indépendante. On est reconnu d'intérêt Ouais, général. mais il n'y a pas de préconisation Donc nous, non on fait plus. de l'information. La recommandation, elle vient et des pouvoirs publics et de D'accord. l'interprofession, qui est effectivement, dont c'est effectivement le rôle. Après, nous, maintenant que avec cette recommandation qui est posée, on la décline, Oui. mais en fait, on suit ces recommandations qui sont posées, mais on n'a pas été à l'initiative. En revanche, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va chercher à passer de la science à l'action. Donc, c'est après, une fois que ces recommandations existent, comment on fait pour qu'elles soient appliquées? Et ça, c'est le cœur de notre mission, en revanche. C'est cette action-là et c'est cette mission qui nous tient à cœur. Et nous, on va jouer, ce que je disais tout à l'heure, surtout sur l'axe motivationnel. Et ce qu'on va aller regarder, c'est là où en sont les consommateurs. Et on va avoir plusieurs actions, et notamment l'action dont parlait Erwan tout à l'heure dans les écoles. Mais c'est un peu le cœur de la plupart de nos actions, où on va partir de ce qu'on appelle la théorie des petits pas. Donc regarder où en sont les consommateurs dans leur consommation, leur propre consommation et leurs propres habitudes. On sait que les habitudes alimentaires, c'est très difficile à changer. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain et ça ne se fait pas quand la marche est trop haute à franchir. Donc nous, on va faire en sorte que chaque consommateur soit en capacité d'avoir les informations qui lui permettent de faire un petit peu mieux demain que ce qu'il fait aujourd'hui. Donc on va vraiment accentuer là-dessus et souvent on interroge les consommateurs sur ce qu'ils font, leurs pratiques. On part vraiment de ça, de leurs pratiques, quelles qu'elles soient plus ou moins vertueuses. Et du coup, qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'un petit peu mieux? Donc ceux qui partiront de plus loin, effectivement, le petit geste en plus, il n'est pas forcément spectaculaire. Mais nous, dans cette recommandation de consommer au moins 5 fruits et légumes par jour, on ne va pas demander à tout le monde du jour au lendemain d'en consommer 5. Ceux qui en consomment 4, qui passent le lendemain à 5, ça va. Celui qui en consomme 0, il ne passera pas à 5. Et en plus, ça va lui faire peur. Donc ce sera très contre-productif. Donc nous, on va plutôt travailler sur le fait de dire à chaque personne, chaque portion consommée en plus sera toujours bénéfique à la santé. Et du coup, de se dire, celui qui n'en consomme pas du tout, si on arrive à faire en sorte que le jour suivant, il commence par consommer une portion, ce sera déjà gagné en tout cas parce qu'on sera dans la bonne pente. On voit bien que l'expérience de la table, je crois que s'il y avait un lieu à sacraliser, c'est la table. Ça fonctionne quand on est agricultrice, qu'on vient ici à Paris, on s'amuse et finalement on a des gens de toute taille, de toute géographie, mais qui comprennent. Ils comprennent vite en fait. Hein. Oui, c'est vrai que les gens qui viennent s'asseoir à cette table, en fait, il y a déjà la démarche, ils viennent s'asseoir à la table. Et donc quand on leur présente le produit et qu'on leur fait cette expérience gustative, eh ben, ils sont surpris et ils sont très contents. Donc, et pour nous, c'est réussi. C'est au moins ces gens-là qui vont repartir en se disant « Ah, j'ai goûté, c'est vrai que c'est bon, et du coup, peut-être je vais le cuisiner. » L'ail, c'est pas un produit facile. Il n'est pas aussi coloré et il n'est pas aussi attractif que certains de ces fruits et légumes-là. Et à un moment donné, on a vraiment compris que notre filière, elle était mise en danger parce que les consommateurs, ils repoussaient ce produit-là. Et du coup, on a vraiment entamé un travail. Notre leitmotiv un peu avec mon mari, c'était de faire aimer l'ail au plus grand nombre. C'est pas facile avec l'ail. Hein. Au démarrage, comme ça, on peut se dire. Mais ça a été bien parce qu'en fait, ça nous a obligés à retourner vers le consommateur et surtout à réexpliquer la manière de manger l'ail. Parce que en fait, il y a aussi de l'abus, des fois, dans la manière d'utiliser un produit. Et là, typiquement, c'est-à-dire, on connaît plein de gens qui disent « Oh oui, moi, ma grand-mère, elle nous faisait des plats, mais il y avait tellement d'ail, c'était immangeable. » Une gousse. Et pour autant, l'ail, c'est très bon pour la santé. C'est un formidable exhausteur de goût. Donc, des fois, on n'a pas besoin de faire un plat compliqué, mais juste une petite gousse d'ail en infusion, pas obligé de l'écraser et de la manger, en infusion, ça va vraiment apporter du goût au plat. Et donc ça, quand on a compris ça, on s'est dit, on a un travail à faire. Alors, on reçoit des écoles, on leur fait planter une gousse d'ail dans la terre pour comprendre comment ça va pousser. On a des écoles agricoles qui viennent pour comprendre la production, etc.
On travaille beaucoup avec les chefs en direct pour faire connaître le goût de notre ail de la Drôme. Mais globalement, on parle toujours de l'ail français, même si nous, bien sûr, c'est notre ail de la Drôme, mais on parle de l'ail français parce qu'on a la chance d'avoir un ail de qualité en France. Mais il y a un travail à faire vraiment, vraiment important. Et en fait, trop souvent, les gens pensent que l'ail, c'est quelconque. J'ai quelques exemples. Hein. On a encore des gens qui disent oui, j'ai utilisé de l'ail. Lequel? Bon, c'était de l'ail. Ben non, c'est pas tout à fait le même. Et je me souviens aussi de l'inscription de mon enfant au collège, où le directeur nous dit on est content, on essaye de faire avec du local, donc très bien. Et on lui dit ça tombe bien, on est producteur d'ail. Si vous avez besoin d'ail, il dit oui, mais bon, l'ail. Voilà, et en fait, on lui dit, si, là, il en faudrait dans chaque plat, mais peu, pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. Donc, clairement, on est sur un produit, il en faut peu. Voilà, et quand les agriculteurs ont du cœur, on donne de l'ail. Mais les banques alimentaires sont un tout petit peu embêtées avec notre ail quand même, quoi, parce que heureusement qu'ils ont des cuisines maintenant pour faire. Mais parce qu'en fait, il en faut peu, mais il faut réapprendre à utiliser aussi ce peu. Et donc, nous, on se sent responsables, et c'est pour ça qu'on est là. On pense qu'il faut qu'on s'investisse vraiment dans le lien au consommateur pour faire comprendre notre produit. Mais on a besoin de tout le monde pour le faire comprendre. On aimerait être comme la pomme de terre. Moi, je rêve d'un jour que les gens aillent acheter leur ail en se disant tiens, je vais faire une salade, donc je vais prendre de l'ail blanc de la Drôme. Je vais faire un gratin, donc je vais prendre un ail violet. Nous sommes encore quelques Gauloises et Gaulois à vivre de cela. Je voulais me tourner vers toi, Florence, parce que l'autre après-midi, tu organises ces goûters. C'était, pertinent. Et surtout, quand on pose la question aux gamins, il y en avait un ou deux, ils mangeaient des burgers et des frites. Comme quoi, finalement, ils ont des repères, ces enfants. C'est compliqué. C'est vrai qu'avant qu'ils nous sortent l'ail ou une noix de la Charente, il va se passer du temps. On ne peut pas en rire parce que finalement, c'est des correcteurs que l'on doit apporter rapidement. C'est pas facile de recevoir cette information. Non, moi ça me parle beaucoup parce que effectivement je me dis je vais aller faire une vidéo avec elle qui va parler de l'ail et on va la passer dans toutes les classes et au moins ils sauront qu'il faut en mettre un tout petit peu mais que c'est génial. Donc effectivement je pense que tous les produits de notre alimentation peuvent être expliqués et du coup intégrés, mais il faut de l'éducation, il faut de la pédagogie. Cette idée de mettre une pédagogie dans les cantines, c'est quoi? C'est une utopie Non, je pense pas que ce soit une utopie, d'autant que... On y réfléchit dans les différents gouvernements. D'autant que c'est quelque chose qui est fait dans un certain nombre de collectivités quand même. L'accompagnement en salle, alors ça dépend si on parle d'élémentaire, de collège ou de primaire, mais en élémentaire, il y a quand même un accompagnement qui est assez fort. On n'est pas sur du self, c'est des repas servis à table. Pour moi, c'est vraiment un des enjeux qui est lié étroitement avec les objectifs de la loi Egalim sur les fameux 50% de produits durables et de qualité, dont 20% de bio. Et puis avec un certain nombre de collectivités, voire la majorité, qui souhaitent associer à cet objectif de durabilité et de qualité les objectifs d'avoir des produits locaux. Donc on ne peut pas le mettre comme ça dans le marché public, oui. Mais pour autant, on a des manières de le faire. Il y a vraiment ce lien entre le fait de pouvoir consommer des produits qui sont recommandés et puis le fait de savoir d'où ils viennent. Et ça, dans la communication, dans les études qui peuvent être faites, quand on compare des messages injonctifs de dire c'est bon pour la santé, c'est bon pour l'environnement, ça marche pas vraiment pour faire évoluer les comportements. Par contre, quand on indique le nom du consommateur ou l'endroit d'où vient le produit, et qu'en plus c'est un produit durable ou de qualité sous AOP, AOC, tous les signes qu'on peut avoir, là on a un impact assez important en termes d'évolution des consommations. Finalement, le local parle plus aux consommateurs que les impacts sur sa santé ou son environnement. La pédagogie, elle est là aussi pour les familles. Aurélie, je voulais aussi avoir ton ressenti par rapport aux adolescents. Parce qu'on parle toujours des enfants. Je vais saluer aussi Olivier Chaput, parce que quand il parle de son association depuis 10 ans, les enfants cuisinent, il dit je les emmène, moi les gamins, ils ont 20 ans, quoi. Et c'est vrai qu'à 20 ans, on reste un gamin en cuisine souvent. Oui, les adolescents aujourd'hui, en effet, ils sont autonomes dans leur choix, donc il faut les aiguiller le mieux possible. Et les amener en cuisine, en effet. Il y a des conseils, des astuces pour cuisiner. Je sais que j'ai
des dépliants conseils pour cuisiner avec une bouilloire. Quand on n'a qu'une bouilloire à portée de main, quand on n'a pas beaucoup d'ustensiles, on peut arriver à se composer un repas équilibré sans aucun problème. Oui, tout à fait. Et ne pas hésiter aussi à utiliser certains aliments très intéressants comme les légumineuses qu'on va trouver finalement en conserve, hein, aucun problème tant qu'elles ne sont pas cuisinées. Mais ce sera toujours mieux que pas du tout, comme on disait tout à l'heure. Finalement, vous disiez finalement un petit pas, je vais manger une petite portion un jour, c'est toujours mieux que rien finalement. Hein, donc il y a des petites astuces qu'on peut donner, en effet. Mais il faut les donner, il faut... donner l'information, la partager, parce que sinon, en effet, si à la maison les parents ne donnent pas les informations, n'ont pas eu l'éducation, ils se retrouvent en effet, moi je vois les jeunes ados, ils sortent pour déjeuner, ils vont dehors et ils vont bien sûr dans les fast-foods ou autres finalement. Hein. Ce concept de bienvenue à la ferme, je l'évoque parce que c'est dans nos fermes, là encore, que se passe finalement cette... transmutation. Allez, je lâche le mot. Mais c'est cette idée, le temps est suspendu, on mange, on prend beaucoup de plaisir. J'espère que vous l'avez également, vous, autour de cette table Agri demain. Mais bienvenue à la ferme a un rôle à jouer. Là aussi, il y a beaucoup de pédagogie au-delà de la commercialisation des produits. Oui, je te remercie de me donner la parole pour parler de ce label. D'abord, j'ai beaucoup apprécié tous les échanges. Mais je pense que nous, dans notre monde d'agriculteurs, on voit l'urgence, en fait, que maintenant, les dispositifs, toutes les bonnes idées du CNA, de la DGL, maintenant, il faut qu'on aille vite, en fait. Il faut que ça soit opérationnel. Juste un petit mot sur les PAT. Moi, je suis élue de chambre d'agriculture dans mon département. Donc, on est parfois, pas toujours, consulté par certains PAT des collectivités ou du département. Mais tout ça, c'est hyper lent, en fait. Et je ne sais pas comment faire, je n'ai pas de baguette magique, mais moi, mon rêve, ce serait que demain, il se passe vraiment des choses dans les cantines, il se passe vraiment quelque chose dans les classes, même si ce n'est pas des dispositifs nationaux, encourageons les initiatives locales. Je sais que les mamans ne peuvent pas amener des gâteaux d'anniversaire en classe, alors maintenant tout le monde amène des trucs emballés, dégoûtants. Mais tout ça, ça va dans le mauvais sens. Je sais que c'est compliqué sur le plan sanitaire, sécurité, mais c'est des mauvais messages qu'on envoie. C'est-à-dire que si pour chaque anniversaire, on allait cuisiner ensemble un gâteau dans la cantine, on gagnerait beaucoup plus. Si à la fête des mères, au lieu de faire des colliers de nouilles, on préparait un repas pour sa maman qu'on ramène à la maison, avec la cantine du primaire... Trop de protection aseptise, c'est ça que tu es en train de nous dire. Trop de protection aseptise. Bien sûr, mais c'est partout comme ça, le principe. Le mieux est l'ennemi du bien, disait un philosophe. Bon, bref, donc ça c'était un petit aparté. Bienvenue à la ferme. C'est 8000 fermes qui sont à la disposition des consommateurs, mais surtout des pouvoirs publics. Nous sommes agréés par les chambres d'agriculture, donc c'est pas rien. C'est-à-dire qu'on passe des agréments, on répond à un certain cahier des charges, pour montrer quoi ? Pour montrer qu'on peut faire de manière professionnelle de l'accueil à la ferme, de l'hébergement parfois à la ferme ou de la restauration à la ferme. Donc on est vraiment chez des fermiers particuliers qui ont pris cet engagement spécifique. Donc appuyez-vous sur ces fermes pour aller faire de l'éducation alimentation en même temps que vous allez les éduquer à ce que c'est que l'agriculture. Et c'est vrai que nous, on fait pousser nos aliments, donc on ne va pas les gaspiller. On fait pousser nos aliments, on sait combien ça coûte. On fait pousser nos aliments, on sait pourquoi il faut les acheter le plus près de chez nous, comment il faut les conserver. Donc appuyez-vous sur les fermes comme des lieux, vraiment des lieux d'expérience qui sont prêts. Enfin, je veux dire, les chambres d'agriculture sont extrêmement liées au ministère. Nous avons des missions qui nous sont données par les pouvoirs publics. Donc nous sommes là aussi pour vous. On ne fait pas ce label que pour attirer les visiteurs. On a vraiment envie de s'engager, d'être utile. Donc appuyez-vous sur ces lieux incroyables. Venez dans nos cuisines, proposez des choses dans nos fermes, sur nos sites, en lien avec les écoles, avec les résidences seniors, avec les étudiants. Mais il y a énormément d'initiatives qui sont possibles parce qu'on existe déjà. Il n'y a pas que les cantines dans les écoles. Il y a aussi, en particulier, ces fermes-là qui sont prêtes à le faire. Bah justement, Cécilia, un moment, c'est vrai que nos chambres consulaires, elles sont là. Nos chambres de commerce, nos chambres de métier et de l'artisanat, nos chambres d'agriculture. On est dans une France, on va dire, pyramidale, Paris étant tout en haut, mais la base est nombreuse et agitée. Diffuser l'information auprès de tous les métiers
des métiers de bouche. Et au-delà du tourisme agricole, on sait faire en France. Nous savons faire un livre blanc sur l'alimentation. Je dirais au-delà du pays des droits de l'homme, on pourrait être le pays du droit du bien manger. Je sais pas, l'idée... Oui, c'est bien ça. Et ce qu'on propose effectivement, c'est cette nécessité de créer des guides communs qui puissent essaimer déjà toutes les nombreuses initiatives qu'il y a sur les territoires, parce que c'est du territoire qu'ils partent les choses. Et puis l'État a vraiment un rôle des relais aussi, comment dire, nous, de notre côté, on porte ce que la vision des différents maillons de la chaîne aux décideurs politiques, mais aussi aux acteurs de la chaîne alimentaire. Oui, il faut être transversaux aujourd'hui. C'est vraiment cette idée de faire des guides communs, c'est justement quelque chose qui émerge fortement dans nos avis. Bon, il y a un grand combat. Orienté. Ouais. J'allais dire un petit clin d'œil, Denis, parce que tu es notre candide. L'idée, quand même, que dans notre calendrier républicain, on ait une journée qui soit dédiée à l'agriculture. Mesdames, Messieurs, nous sommes en 2024, 60e édition du Salon international de l'agriculture. On a une journée dédiée au chocolat ou à la cacahuète pour rigoler, mais on n'en a toujours pas dédié à l'agriculture. Ça vient aussi peut-être marquer une absence de repères. J'évoquais le pays des droits de l'homme. On est quand même le pays du bien manger. Eric, je te rassure. Il n'y en aura pas? Tous les jours de l'année sont consacrés à l'agriculture. Ah, oui, parce que nous avons une rentrée scolaire. Tu manges 3 fois par jour. C'était la fin des moissons. C'est pour ça qu'on rentre au mois de septembre, je crois, à l'école. Tout à fait. Oui, notre calendrier scolaire est lié au calendrier agricole. Exactement. Et pour compléter les propos de Cécile, et puis vos propos que j'ai écoutés avec attention, la première remarque que j'aurais, puisque tu m'as qualifié d'observateur, donc je vais reprendre quelques éléments de nos échanges. Vous avez, en fait, ce qui clarifie... Pourquoi on a cette discussion-là aujourd'hui? Parce qu'on est passé d'un monde rural à un monde urbain. Il y a 100 ans, la France était rurale à 75%. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Et en plus, on n'a plus de temps. On dort trop lentement et on n'a plus assez d'heures dans la journée pour cuisiner. Un peu ça, hein. Et surtout, il manque l'éducation de la cuisine. Depuis 24 ans cette année, je vais dans les classes expliquer mon métier, expliquer les métiers de l'agriculture. Et je termine toujours mon intervention, qui dure une matinée en général, par l'agriculture est un métier d'avenir. Si on passe 1 heure ensemble, et je crois qu'on a passé un peu plus d'1 heure, on est 10 000 de plus sur la planète. Chaque matin, quand on se lève, on est 240 000. Tous les 4 jours, on est 1 million. Guerre ou pas guerre, épidémie ou pas épidémie. Et il faut nourrir tout le monde parce que c'est un enjeu de paix sociale. J'avais juste un petit dernier message à transmettre. Parce que c'est pareil, j'ai beaucoup apprécié tout ce qui s'est dit. Et j'entends le rôle aussi des écoles, c'est le sujet. Ce qui moi m'interpelle, je me dis, mais ok, super, mais l'enseignant il fait tellement de choses, il éduque sur tellement de sujets, et j'ai envie de dire, mais dites-leur que nous on est là aux enseignants et créer des ponts avec les enseignants qui vont faire de l'éducation à l'alimentation pour que nous on vienne parler de nos produits, parce que des fois il y a un peu de peur où il y a des sujets, voilà, donc il faut par contre absolument que cette passerelle elle existe, sinon le message il sera pas non plus dans le bon, il risque de ne pas être dans le bon sens. Je crois qu'Erwan a compris, on aura des professeurs de cantine bien évidemment entre 12h et 14h dorénavant qui seront ludiques, déguisés en ce que tu veux. Non mais c'est important, on a un temps. Je me mets à la place des enseignants qui connaissent pas tout sur tout. Oui, il ne faut pas tout demander au corps enseignant, on est bien d'accord. Oui, je suis tout à fait d'accord, et des diététiciens aussi, hein, parce que je pense que nous en tant que diététiciens des éducateurs à l'alimentation. C'est le seul professionnel de santé de l'alimentation, c'est le diététicien. On a vraiment ce rôle d'éducateur alimentaire. Donc aussi, nous, en tant que diététiciens, nous souhaitons justement pouvoir intervenir dans les écoles et pouvoir justement faire des ateliers avec les enfants. Et c'est vraiment le faire pour apprendre. Ça aussi, c'est très important. En effet, on le disait tout à l'heure, mais l'enfant a besoin de faire pour apprendre. C'est en mangeant qu'on apprend, donc en mettant les mains dedans. Donc, on devrait s'associer ensemble pour mettre ces actions en place et partout. Et pas que pour certains endroits, mais partout. On doit apprendre à lire, à écrire,
à compter et à manger bon sang. C'est le bon sens, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Oui. Le bon sens, c'est faire rêver aussi. Bien Alors sûr. moi, On c'est manque de peut-être, ça aussi. on part moins dans le rêve, mais moi je reviens sur les PAT juste pour enfoncer un peu le clou. Les PAT sont homologués par l'État. Alors ça passe par plusieurs niveaux, mais à un moment, il y a quand même quelqu'un Plan alimentation qui... territoire, hein, Ouais, pour l'acronyme. territoriaux. Territoriaux, oui, bien sûr. hein. Pour moi, c'est un des plans pour lesquels l'aliment doit être au centre des préoccupations, des sujets des PAT, donc les fermes. Donc pour moi, des PAT doivent être homologués si et seulement si les fermes locales sont au cœur du dispositif. Aujourd'hui, on en reparlera peut-être à une autre table ronde. Donc c'est pour ça que j'ai insisté sur Bienvenue à la ferme. Pourquoi ? Parce que c'est facile de s'en emparer. Il y en a 8000 en France, elles sont là. Mais au-delà de ça, c'est simplement mettre la ferme et l'aliment au cœur de ces PAT. Il y a énormément d'argent en jeu et il peut y avoir de l'efficacité. Il peut, en tout cas, c'est ce que j'espère de tout mon cœur. Je dirais pour conclure, nous étions il y a cela quelques mois à une grande manifestation parisienne qui convie le monde entier à sacraliser la gastronomie. Il y a un mot qui marche à chaque fois, qui apporte le sourire, le réconfort, l'envie, l'énergie, plein d'autres choses. C'est bon appétit. Je vous souhaite très bon appétit.